Madame la ministre. Oh, et nous apparaissons sur l'écran. Bonjour à tous et toutes. Donc j'ai fait l'introduction hors caméra pendant ce problème technique. Je voudrais maintenant vous passer à vous la parole pour que vous puissiez prêter serment. Donc vous levez la main droite, vous dites je le jure, micro ouvert, et ensuite vous éteignez votre micro pour que la personne suivante puisse le faire. Merci. Bonjour à tous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup à vous. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire. Non mais en fait, on a quand même réussi à faire toute cette commission d'enquête avec des professionnels du son, de l'image et tout ça. Et à chaque fois, il y a eu des bugs sur des trucs, non pas liés ni à la technique, mais liés à notre usage de la technique. Là alors, ok, d'accord. Mais j'ai pris celui-là tout à l'heure. C'est pas grave, ok. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, alors être ici aujourd'hui avec vous marque notre engagement collectif à briser enfin la loi du silence. Cette loi du silence qui a longtemps duré. Et Madame la Présidente ainsi que Monsieur le rapporteur, nous le savons tous, puisque nous avons eu ces combats communs et ensemble, il y a très longtemps déjà. Et rappelez-vous, Madame la Présidente, de quelle manière avons-nous été traités à cette époque? Les violences sexuelles et sexistes concernent l'ensemble de la société. Le milieu de la culture ne peut pas s'exonérer de regarder évidemment en face ces questions. Et j'allais dire, le milieu de la culture serait-il un cas particulier, plus propice à ces violences? Y a-t-il plus de complaisance, plus de cas, plus de silence que dans d'autres cercles de pouvoir? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une porosité, parfois même une confusion entre la vie personnelle, la vie professionnelle, entre l'intimité et le travail. Oui, le corps et la sensibilité sont beaucoup plus exposés que dans n'importe quel autre secteur. La précarité, la nécessité d'être reconnu et de faire partie de cette famille du cinéma, de cette famille du théâtre, des arts visuels, d'entretenir ces réseaux pour travailler, sont aussi des contextes qui favorisent les abus de pouvoir, qui banalisent des situations d'emprise. À tous les endroits du jeu, il y a le duo pouvoir et domination qui règne. Et puis il est courant de trouver des excuses. On va dire c'est la pression du tournage, la pression des répétitions, le pot de première qui dérape, le travail en nocturne, les tournées, les tournages qui obligent à découcher et qui offrent des occasions, je cite le mot entre guillemets. Ce sont des facteurs de risque objectifs, mais en aucun cas des circonstances atténuantes. Au contraire, l'existence de ces facteurs devrait augmenter la vigilance et notre vigilance. Ce contexte a toujours existé, mais ça n'a jamais été dénoncé avec cette force, puisque pendant des années, on a détourné le regard. Mais est-ce si différent dans d'autres cercles, que ce soit la sphère politique, le secteur médical, le secteur de la justice, que je connais bien aussi? Rappelons-nous des propos entendus au sujet de l'affaire dite DSK. Il s'agissait pour certains, et évidemment de ce milieu, d'une affaire de troussage de domestiques. Cette formule m'avait fortement choqué à cette époque. Elle avait été dite sur un plateau de télévision sans que ça n'indigne personne. La différence peut-être, c'est la notoriété des personnalités du monde du spectacle qui attire l'attention de la société dans son ensemble. Il y a un effet de loupe indiscutable et le décalage qui apparaît brutalement entre les faits révélés et les valeurs progressistes affichées par les intéressés ou dans leurs œuvres. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits les plus anciens, force est de constater qu'ils étaient accueillis très différemment par la société de l'époque. Il n'en demeure pas moins qu'ils étaient dans les années 70 et 80 parfaitement condamnables. Parce que j'entends dire souvent sur ce type de faits, pour excuser les faits anciens, en disant « mais c'était une autre époque et un autre contexte ». Est-ce qu'à cette époque, le viol, les agressions sexuelles étaient pénalement réprimées? Oui, c'était dans le code pénal. Mais on a laissé les tribunes prospérer, on a laissé les faits prospérer, on les a non seulement expliqués, on les a parfois excusés, pour ne pas dire encouragés. Alors pour moi, on ne peut pas se contenter de dire, évidemment, c'était une autre époque.
Qu'est-ce qui a paralysé l'action publique? Qu'est-ce qui a bloqué l'appareil d'État? Et à tous les niveaux. Qu'est-ce qui a fait qu'on a collectivement détourné le regard? Pardonnez-moi, mais je vais faire juste une petite parenthèse. Pendant très longtemps, par exemple, les violences conjugales ou les violences intrafamiliales, on avait mis un déterminisme. On considérait que c'était que pour une certaine catégorie sociale. Parce qu'évidemment, ces milieux-là, il y a un contrôle social. Donc c'est plus facile, évidemment, de détecter ou des violences ou des abus. Évidemment, les autres milieux plus protégés, plus de l'entre-soi, j'allais dire un club, c'est plus difficile de le détecter. Mais il n'y a pas de déterminisme dans les violences sexuelles ou les violences conjugales. Alors je vous interpelle aussi en tant que parlementaire et politique. Vous avez une responsabilité sur la législation notamment, la responsabilité sur ce sujet de violences sexistes et sexuelles, et plus encore à l'égard des mineurs. Cette responsabilité, elle est globale. Et donc chacun doit prendre ses responsabilités. L'affaire Weinstein, portée par le mouvement MeToo, a marqué un point de bascule dans le milieu du cinéma et très vite dans tous les secteurs du spectacle, de la musique et de la création. Dans son ensemble, le secteur de la culture a non seulement été entendu, mais écouté, on a écouté les voix qui se sont exprimées sur ces violences dans la foulée du mouvement MeToo. Mais si je puis me permettre une remarque aussi personnelle, ce mouvement MeToo, il a été dénoncé, j'allais dire, par une certaine catégorie sociale. Je pense que si ça avait été une autre classe sociale, je pense que ce mouvement n'aurait pas eu le succès, j'allais dire malheureusement, qu'il a eu aujourd'hui. Il était temps que cette prise de conscience ait lieu, car je l'ai dit, le contraste entre les valeurs défendues par la profession et certains comportements que l'on pouvait y observer devenait intolérable pour la société dans son ensemble, qui, entre-temps, avait opéré sa mue. Alors, c'est vrai que je ne vais pas revenir ici. Tous ceux qui m'ont précédé, je pense, vous ont dit beaucoup a été fait, on a des dispositifs, on commence à être efficace. Moi, je pense que c'est jamais terminé. Et donc, il faut rester vigilant. Et évidemment, il faut améliorer les dispositifs pour ne pas dire les reprendre et encore une fois, les amplifier. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles reste un combat mené collectivement, en responsabilité. Et nous sommes au début d'un processus, car je pense que beaucoup de femmes et de mineurs se taisent encore. Il ne faut pas se contenter d'afficher un volontariat de façade. Il faut surtout écouter attentivement, former, agir sur tous les plans, car les mécanismes à l'œuvre semblent encore résister. Lorsqu'on entend « tout le monde est engagé », on pourrait en fait ajouter « plus ou moins ». Certains préféreraient d'ailleurs qu'on n'aille pas trop loin. Les secteurs de la culture ont longtemps considéré qu'ils étaient exemplaires sur ces questions de violences sexistes et sexuelles, tout comme ils pensaient l'être sur la parité par ailleurs. Il faut être vigilant, ne pas se contenter de déclarations d'intention pour se donner bonne conscience. Les chiffres, vous les avez, et je ne vais pas revenir dessus. Vous me direz que les chiffres augmentent, c'est vrai, mais c'est aussi la preuve que les actions menées aussi portent leurs fruits. La parole se libère, ces chiffres vont continuer d'augmenter, forcément en acceptant de regarder en face la réalité, d'entendre les victimes, parce que de plus en plus de cas vont sortir. C'est sans doute un long processus qui permettra à la parole des victimes d'être crédibilisée, c'est tout aussi l'enjeu. Processus qui doit passer par l'installation de la confiance, mais aussi de la détermination à briser la loi du silence, qu'on soit d'ailleurs victime ou simple témoin. Cette peur de parler, cette crainte du stigmate qui nourrit une loi du silence, pèse aussi sur les épaules des victimes, elle est tout simplement insupportable. C'est pour répondre à la nécessité d'un espace dit sécure, les safe space, que la FESAC et les 5 confédérations syndicales du secteur ont porté cette initiative de cellules d'écoute, d'ailleurs portée par l'organisme Audience, qui a été créé en 2020 par les partenaires sociaux, avec le soutien d'ailleurs financier du ministère de la Culture. Cette cellule et cette initiative met à disposition un accompagnement juridique, psychologique, via une ligne téléphonique dédiée, et le ministère a immédiatement saisi cette proposition consensuelle qui a été portée par les partenaires sociaux. Alors la parole se libère progressivement et les demandes d'accompagnement d'ailleurs se multiplient. Pardon, je suis pas contagieuse, mais c'est pas agréable pour les voisins d'ailleurs. Depuis la création de la cellule en 2020, aujourd'hui nous avons 290 personnes qui ont été accompagnées, soit par un psychologue clinicien, soit par un avocat, soit conjointement par 2 spécialistes. Entre 2023 et 2024, il a été révélé une augmentation de plus de 50% du nombre d'accompagnements psychologiques et plus de 77% du nombre de conseils juridiques. Alors, il ne faut pas relâcher la pression. Plus on agira pour libérer la parole,
plus il y aura de signalement, évidemment. Alors certains diront, alors que l'on recule, ou alors que l'on ne fait pas assez. Mais c'est ce que vous disiez au départ, Madame la Présidente, le sujet, c'est pas de libérer la parole, c'est d'avoir la bonne réponse. En tout cas, qu'il y ait une réponse. Parce que les dispositifs qui ont été mis en place donnent des résultats, mais il y a quand même quelques trous dans la raquette. C'est pourquoi j'ai demandé à l'administration de travailler sur un nouveau plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste qui va être présenté avant le 8 mars prochain, mais je vais vous en donner quelques lignes quand même. Pardon, je suis désolée. Alors, il portera tant sur le ministère de la Culture et ses établissements publics, notamment les écoles supérieures, que sur les structures et secteurs professionnels, ou encore sur les politiques culturelles ou les conditions de travail des mineurs. Ce plan doit encore faire l'objet de concertations, de réunions avec les acteurs, évidemment, de terrain. Alors, vous l'avez rappelé, il y a le levier de la subvention et des labels. Voilà. Ce qui est attribué peut être retiré. Et peut être retiré immédiatement si les mesures préconisées ne sont pas, évidemment, mises en place. Les textes réglementaires seront également passés en revue afin de pouvoir insérer dans le maximum de textes cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles chaque fois que cela sera possible. D'ailleurs, l'actualisation de l'arrêté du 15 octobre 2016 qui définit toutes les mesures de santé et de sécurité au travail dans la production de films cinématographiques et audiovisuels, évidemment, ne comportait pas ce volet. Il a été évidemment complété. Je pense aux licences d'entrepreneurs de spectacles vivants. La formation aux violences sexistes et sexuelles doit conditionner l'obtention ou le renouvellement de ces licences. Il y a un sujet, non? Ah, pardon, non, parce que monsieur... Autre sujet majeur, celui de l'intervention de l'inspection du travail. En effet, les inspecteurs du travail ne disposent pas actuellement de toutes les informations. Exemple, un lieu de tournage. C'est compliqué à avoir, et donc il faudrait qu'on ait en amont le maximum d'informations pour pouvoir avoir des contrôles inopinés. Le CNC s'est rapproché de l'inspection du travail pour lui apporter son expertise, d'ailleurs, à la rédaction d'un guide de contrôle spécifique au tournage. Ce guide redit un périmètre plus large que celui du cinéma, d'ailleurs grâce à la collaboration de la direction de la création artistique. Le sujet de la formation reste central. Alors le CNC a pris un temps d'avance avec l'extension des formations sur les tournages depuis début 2025. Et aujourd'hui, nous avons 2000 personnes inscrites à ce jour pour la formation à distance qui précède la formation sur le lieu de tournage qui concernera 600 tournages dans les 3 ans à venir. Alors, reste à étendre cette obligation pour les équipes de tournage au secteur audiovisuel, toutes les séries ou les films télévisés. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Une nouvelle obligation de formation pour les dirigeants des festivals qui conditionnerait les aides pourrait aussi être mise en place. En tout cas, moi, j'y suis favorable et c'est ce que je souhaite mettre en œuvre parce qu'il y a un petit débat aussi là-dessus. Voilà. Dans le spectacle vivant et la musique, les pistes actuelles, elles sont travaillées avec l'AFDAS qui vise à former plus massivement et au-delà des dirigeants, les équipes, les artistes, les auteurs, et travailler également avec le CNFPT et les uniformations. Ça permettra aussi de concerner les collectivités territoriales. Compte tenu de l'importance du modèle associatif dans le secteur de la création, une sensibilisation est aussi envisagée pour les présidents et présidentes d'associations qui sont bénévoles et souvent très peu informés sur leurs responsabilités légales, et notamment en tant qu'employeurs. La réflexion est en cours avec Arsena, qui est le Centre national des arts du cirque et de la rue et du théâtre. Alors toujours dans le domaine de la formation, il faut absolument renforcer la connaissance du droit du travail avec des modules obligatoires. Comme on a sur la santé et la sécurité au travail, il faudrait rendre ces modules obligatoires. Dans le cas des écoles supérieures, qui dépendent du ministère de la Culture, je me demanderai que des modules soient mis en place dès la rentrée 2025. D'ailleurs, ce ministère de la Culture, où il y a peu d'apprentissage et d'alternance, c'est un ministère où ce type de voie d'insertion existe très peu, que j'ai mis en place depuis un an. J'ai souhaité créer une direction de l'enseignement et de la formation. Ça a un petit peu tangué, mais ça permet d'avoir des interlocuteurs uniques pour les écoles, puisque les écoles d'art, elles sont multiples. Les écoles avec les formations reconnues, pas reconnues, mais en tout cas qui sont en lien avec le ministère de la Culture et pas forcément en ayant la tutelle, ne serait-ce que les écoles territoriales qui dépendent des collectivités, d'avoir une direction de l'enseignement et de la formation. On pourra avoir aussi une obligation, en tous les cas on pourra mettre les modules de formation de lutte contre ces violences sexistes et sexuelles, ce qui n'existait pas.
Les partenaires sociaux et l'AFDAS vont également travailler à la mise à jour et à la formation des professionnels en poste, et nous devons faire en sorte d'apporter des réponses plus efficaces, notamment au signalement. Notamment, les employeurs dans les petites structures, elles sont peu équipées. D'abord, ils ont très peu d'équipes. Et sur ces questions, ils sont encore moins équipés que pour le reste. C'est pour ça que je souhaite que soit envisagé un dispositif de hotline pour rappeler aux employeurs les mesures rapides à mettre en œuvre en cas de signalement. J'ai aussi l'idée de certifier les organismes réalisant les enquêtes internes et la nécessité de rappeler ce que doit faire et ne pas faire une enquête interne. Parce que c'est l'interrogation que j'avais posée à Irène Basilis sur les enquêtes internes. Quand vous lancez une enquête interne, il n'y a pas de process classique. Enfin, il n'y a pas de critères, objectifs ou pas objectifs. Donc, parfois, vous faites des enquêtes internes, soit pour dédouaner un employeur, soit on connaît la conclusion avant de faire l'enquête interne. On a un problème d'enquête interne ou sur les conclusions de ces enquêtes internes. Parfois, il y a des enquêtes internes et on a un cas très précis où la victime n'a jamais été entendue, enfin, où la supposée victime, celle qui a signalé les faits, n'a jamais été entendue. Donc, il faudra évidemment qu'on puisse certifier ces organismes qui font ces enquêtes internes, surtout quand elles sont externalisées. En termes de mesures et de sanctions, les conséquences peuvent être lourdes, surtout pour la victime quand l'enquête est mal conduite. Elles peuvent être aussi lourdes pour l'employeur. Il est nécessaire de prendre des sanctions proportionnées. Le cadre qu'il faut retenir, c'est celui évidemment de l'état de droit, moi je considère, plutôt que l'arbitraire. De dire chacun y va de son interprétation. Alors ce plan aura également vocation à définir les modalités selon lesquelles on peut mieux accompagner les victimes. La cellule d'audience, d'ailleurs, doit s'affirmer comme le dispositif central de signalement et de prise en compte de ces cas de signalement, en étant mieux porté et mieux identifié. Alors, le ministère s'engagera aux côtés des organisations d'employeurs et des fédérations pour permettre l'élargissement de ces horaires d'ouverture. Ça sera 2 heures supplémentaires par jour et de ses attributions, notamment à l'accompagnement à la rédaction d'une plainte auprès du procureur de la République par des avocats. Mais aussi son extension à de nouveaux secteurs comme celui de la presse dès début 2025. Alors, pour que cela fonctionne, les entreprises culturelles devront donner plus de visibilité à la cellule, partout, que ce soit festival, lieu de tournage, dans tous les endroits. D'une façon générale, je veux que le suivi des cas signalés soit mieux tracé encore. C'est pourquoi, au sein du même ministère de la Culture, je vais demander le renforcement du dispositif spécifique de suivi. Et j'ai demandé aussi au secrétaire général du ministère de me faire une proposition de cellule qui pourrait se réunir mensuellement pour assurer un suivi des cas signalés au sein des services et des établissements publics rattachés au ministère. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai demandé par exemple le nombre de signalements. On n'a pas. Il faut aller faire la collecte des informations. Je n'ai pas une centralisation des signalements. Je n'ai pas une centralisation des articles 40, ce qui est important pour le ministère de la Culture, et notamment de manière centralisée. Donc là, j'ai demandé moi, je pensais effectivement qu'on ait une base de données pour tout recueillir. Alors après, on a un problème de RGPD, mais je trouve que l'administration, elle est de manière centralisée. Les signalements qui ne sont pas forcément de l'article 40, mais au moins d'avoir un signalement, ça permet de gérer une situation. Et sur les articles 40, pour pouvoir avoir un suivi, notamment sur les procédures qui seront en cours. Alors, chaque fois cela s'avère nécessaire, le ministère sera aux côtés des victimes, en procédant soit un signalement auprès du procureur, notamment dans le cadre de l'article 40. Alors, aujourd'hui, depuis mon arrivée à la tête du ministère, 4 articles 40 ont été déposés. Parce que je les ai demandés en fait là, si on ne les avait pas, donc 4 articles 40, moi ça me paraît peu, mais bon, voilà. Mais il faudrait une tolérance zéro sur ces sujets. Parce que sur les articles 40, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on dit ça peut s'arranger. Mais il y a des affaires il faut que la justice s'en empare. On n'arrange pas des choses qui relèvent du délit ou du crime, à mon sens, surtout sur les atteintes aux personnes. Alors, j'ai demandé aussi à l'administration de travailler avec audience sur une mesure de soutien à l'accompagnement juridique des victimes qui n'en ont pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas systématique. Concernant le sujet particulier des dérogations au travail des mineurs de moins de 16 ans, moi, je suis pour qu'on aille jusqu'à 18 ans. Voilà, la commission se réunit, c'est le travail des mineurs, c'est jusqu'à 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement possible jusqu'à 16 ans. Alors,
Le ministère, j'ai demandé qu'il fasse partie des autorités administratives ayant la possibilité d'accéder aux données du fichier national judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Alors c'est le cas depuis le 4 décembre 2024, donc c'est récent. Mais pour l'autorité, je trouve administrative, qui a quand même un lien avec le travail des mineurs, l'éducation, la formation, que nous ayons accès à ce fichier, c'est extrêmement important. D'ailleurs, Mme Basilis m'a signalé, par exemple, un cas d'enseignant qui a été sanctionné, condamné pour des faits de nature sexuelle, mais qui a retrouvé dans le privé, enfin dans un autre opérateur, un poste de formateur. Et donc, forcément, alors on me dit, oui, mais on ne dit pas avec des mineurs, on dit avec des jeunes. Enfin, jeunes, ça comprend les mineurs. Et la personne a pu être employée sans que la condamnation puisse faire obstacle. Pour être classés, les établissements sont soumis à un schéma national d'orientation pédagogique qui impose d'établir un protocole de signalement, de recueil de parole et de traitement des cas. Alors, je veux aussi encore renforcer ces mesures en subordonnant le classement au déploiement de formations obligatoires et à la rédaction d'un guide de bonne pratique. Alors, concernant le sujet, moi j'ai un sujet sur les conservatoires. Alors, sur les conservatoires notamment territoriaux, non classés. Alors aujourd'hui, il y en a 3000 autour de 3000 qui sont souvent des structures associatives. Et là, notre sujet, c'est pas d'être en direct avec le conservatoire, mais de pouvoir établir un cadre avec les collectivités territoriales et d'imposer à la limite des obligations à la collectivité qu'il imposera elle-même au conservatoire. Alors pour assurer les formations dans l'ensemble des conservatoires, il faudra associer le CNFPT en charge des formations des agents territoriaux. La mise à disposition d'un guide de bonne pratique à l'attention des parents sur les relations entre professeurs et élèves mineurs, en permettant la sensibilisation des enfants, serait aussi une avancée. Souvent aussi les parents méconnaissent la nature, en tout cas les limites d'un enseignant vis-à-vis de son enfant. Donc c'est aussi important de pouvoir le rappeler dans le cadre de ce guide de bonne pratique. Alors vous avez aussi relevé les manquements graves dans la pédagogie et le fonctionnement de certaines maîtrises. On en a une encore récente. Donc un cadre strict doit s'appliquer, même si la commission des enfants du spectacle veille aux conditions de travail des jeunes artistes. Mais aujourd'hui, elle n'a pas les moyens d'investiguer sur le quotidien de leur pratique. Moi, je proposais de travailler sur un label concernant ces maîtrises qui reposerait sur la présence de personnes formées et qui s'appuie sur un projet pédagogique clair avec des dispositifs de prévention et de gouvernance transparente qui feraient l'objet en fait d'audits assez réguliers. Alors, je pense aussi qu'il faudrait créer une instance de dialogue partagé avec les collectivités territoriales et les organisations représentatives pour avancer sur les plans de lutte efficaces à tous les niveaux, que ce soit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'éducation artistique, avec pour priorité la protection des mineurs. La protection des mineurs, c'est pas une priorité à part. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une priorité à part s'agissant de la protection des mineurs. Je veux aussi généraliser l'obligation d'affichage du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger dans l'ensemble des conservatoires ou dans tous les lieux de pratique artistique et de médiation. Voilà en gros les pistes que je souhaitais évidemment vous détailler. Pardon j'ai un peu sauté des paragraphes parce que pour reprendre ma respiration, pour répondre à vos questions. Mais je vais vous dire, le chantier est immense. Je pourrais vous dire ce qu'on fait est bien, c'est parfait, c'est génial, on va amplifier. Mais le chantier reste immense. Et je pense que c'est collectivement, avec notamment les auditions que vous avez pu mener, mais aussi notre regard aussi par l'opérateur, par le ministère, par la tutelle, qu'on pourra évidemment faire avancer les choses. Je pense aussi, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé la liste exhaustive, si vous avez auditionné tout ce qui relève de la justice. Parce que je pense que notamment dans les cadres de politique pénale, à la fois on avait demandé qu'il y ait une juridiction spécialisée pour les violences conjugales. Je pense que ça pourrait être intégré, en tous les cas, dans ce type de juridiction spécialisée ou pour des magistrats spécialisés, ou d'avoir ce type de formation sur ces secteurs-là, notamment par exemple à l'école de la magistrature ou dans toutes les écoles de justice, y compris sur l'administration pénitentiaire, qui est une école de formation. Ça serait peut-être intéressant, évidemment, de pouvoir l'intégrer, puisque lorsque j'étais garde des Sceaux, j'avais évidemment élargi la formation, notamment dans les missions d'insertion, et la mission aussi d'accompagnement sur des détenus en difficulté, notamment pour les femmes. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour la présentation de ces premières lignes de votre plan et qui semble répondre en effet à un certain nombre de questions que nous nous sommes posées. Je vais donner la parole au rapporteur, mais il apparaît assez clairement dans nos auditions que le ministère, et nous en avons déjà échangé, a mis en place des dispositifs réels, et peu de ministères en réalité sont allés aussi loin dans la volonté de s'attaquer à cela, mais pour autant il y a encore des points de blocage, et les témoignages dont nous avons été témoins ici dans cette commission montrent quand même un décalage réel entre les dispositifs qui sont mis en place et qui sont réellement mis en place, et la réalité des violences que subissent les victimes, qui sont nombreuses, récurrentes, et qui semblent quand même rester systémiques dans le domaine. Donc ça, j'imagine que nous allons en parler, parce qu'en effet, c'est une difficulté à laquelle vous êtes sans doute confronté. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, avec satisfaction, on constate que nos auditions ont visiblement été très suivies par vos services, parce qu'on voit que les points se convergent et les propositions convergent. On a plusieurs axes de travail qui vont dans le sens de ce que vous avez dit, et on a un certain nombre de questions. D'abord, vous avez commencé par dire que sur la question des chiffres, c'est qu'on avait les chiffres. Et puis après, vous avez dit aussi qu'on manque de données. Donc ça, c'est un premier point qui est un point un peu transversal. Il nous semble qu'il manque une grande étude de victimation pour faire un bilan, un état des lieux aujourd'hui qui permettrait ensuite peut-être régulièrement d'être mis à jour et puis d'avoir quelque chose qu'on pourrait appeler un baromètre qui permettrait de voir les évolutions, les avancées. Vous avez raison, Madame la Ministre, quand vous dites qu'on va avoir un moment où on aura sans doute plus de cas malgré tout ce qu'on est en train de faire. Tout simplement parce que des souvenirs vont se réveiller chez certaines personnes, et la libération de la parole permettra à ces personnes de parler. Et je crois que c'est tant mieux, et il faudra les accompagner. Sur l'accompagnement, j'ai une première question sur audience, mais je crois que vous semblez aller dans ce sens également. Aujourd'hui, audience, ce qui nous a été dit, c'est qu'ils recueillent beaucoup de témoignages et qu'ils ont parfois des difficultés, non pas à vous les remonter, mais les personnes qui ont témoigner ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe après avec ces témoignages. Et ça peut créer parfois une certaine souffrance de se dire j'ai parlé, mais qu'est-ce que ça devient? Alors nous, on a quand même constaté que ils nous l'ont dit aujourd'hui, ils ne peuvent pas porter plainte à la place de la personne. Et c'est tout à fait logique. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, et les acteurs, enfin quand je dis les acteurs, l'écosystème est prêt à se poser cette question et à peut-être mieux cotiser et à payer plus pour audience, imaginez qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une assistance juridique qui puisse accompagner les personnes victimes dans leur démarche. Mais je crois que vous avez quelque chose dans ce que vous nous avez proposé qui va dans le même sens. Sur audience, aujourd'hui, les témoignages sont anonymes, mais parfois ils citent des lieux. Et aujourd'hui, c'est difficile, ils ne vous remontent pas les cas concrets. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de détection par signaux faibles? C'est-à-dire que si dans un théâtre, sur une scène, sur une production, on a de nombreux signalements, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une enquête soit diligentée? Bon, voilà. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas comment on fonctionne. Si déjà vous répondez à ça, Madame la Présidente, ou si je continue On va déjà faire une première salve voilà. Comme ça. Je vous invite qui souhaite répondre à Madame la Ministre. D'abord, sur l'enquête de victimation, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'elle est utile. Alors il y a des enquêtes qui ont été menées, mais pour être passé dans d'autres organismes ou ministères où j'ai occupé d'autres missions, les enquêtes de victimation, c'est assez efficace. Alors au départ, c'est souvent les premières enquêtes, c'est pas assez fin parce que chacun interprète le chiffre. Mais avec le temps, ces enquêtes deviennent déterminantes, y compris pour mener des politiques publiques. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse en lancer une pour le ministère de la Culture. Sur l'assistance juridique et l'accompagnement, vous avez raison, effectivement, on a... Merci.
ce que je vais vous dire là, au-delà du ministère et de la fiche qu'on m'a passée, non, parce que c'est des sujets qu'on connaît depuis tellement longtemps. Ce qui manque, parce que là où je vous rejoins, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, c'est que souvent on dit oui, le signalement a été fait et puis l'accompagnement, enfin, tout a été fait, mais on ne répond pas en fait à la situation. Et on ne répond pas à la situation de la victime ou de la supposée victime, parce que le statut de victime, parce qu'on n'est pas victime tant qu'on n'est pas reconnu, y compris dans le cadre d'une procédure. Et donc, effectivement, il y a une assistance juridique, il y a audience, il y a tout. Mais lorsqu'il y a eu les JO et que, par exemple, Barbara Butch ou d'autres, ou Thomas Joly ont été menacés, cyberharcelés, menacés de tout type de crimes et délits. Hein. Moi, j'avais souhaité que le ministère de la Culture se constitue partie civile. Mais je n'avais pas d'intérêt à agir, parce qu'il ne dépendait pas... C'est-à-dire que... Et moi, je pense, c'est pour ça que je trouvais intéressant que vous puissiez voir, ou des... Enfin, c'est peut-être déjà fait, hein, parce que je n'ai pas vu. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose un petit peu à déverrouiller, parce que sinon, on sera toujours... Moi, je vais vous dire oui pour l'accompagnement, d'élargir la mission d'audience. Je vais vous dire oui, mais moi, je vais vous dire, à force de déléguer à des cabinets de conseil, c'est bien, mais moi, je trouve que l'administration, elle a aussi, l'État a une responsabilité. Moi, il y a des gens qui ne croient pas à l'État, moi, je crois à un État fort. Voilà. Et notamment dans ce type de sujet. Moi, je serais assez favorable de revoir les critères d'intérêt à agir. Parce que la limite, est-ce qu'on n'a pas... est-ce que j'aurais pas pu... moi, je sais qu'il y a dans les équipes d'artistes lors de JO que j'ai reçus tous ceux qui ont été menacés, tous ceux qui ont été attaqués ou cyberharcelés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu, qui ont dit « non, j'ai pas envie ». Ou « j'ai pas envie de me retrouver... c'est comme... j'ai pas envie de me retrouver en face de l'auteur ». Donc, ils ne lancent pas la procédure. En tous les cas, il n'y a pas... Donc, l'accompagnement, je suis d'accord avec vous, on peut l'étendre, on peut élargir le marché, d'ailleurs, parce que c'est dans le cadre de marché qu'on peut attribuer ces accompagnements. Mais moi, je pense que le critère de se constituer quand une personne ne le souhaite pas, moi, enfin, ou qu'elle a peur, je trouve que c'est aussi un moyen qu'on pourrait avoir, une piste qu'on pourrait explorer, de dire est-ce que les critères d'intérêt à agir, on l'a vu pour le domaine environnemental, où ça a été un peu élargi, on l'a vu, parce que j'avais lancé ça, j'avais mis en place pour les femmes victimes de violences et qui ne peuvent pas récupérer leur pension alimentaire, parce qu'elles ne veulent pas aller assigner l'ex-conjoint, donc lui il est tranquille et puis plus rien. Et donc j'avais créé effectivement... ce qu'on a appelé à l'époque le SARVI, qui a été amélioré depuis, c'est de dire c'est l'État qui se retourne contre la personne et puis on laisse tranquille évidemment la victime à laquelle on la rétablit dans ses droits. Et donc moi je pense que peut-être que sur les critères d'intérêt à agir, il y a peut-être quelque chose à faire. C'était pas proposé par le ministère, mais moi je pense que plus largement, les critères d'intérêt à agir pour certaines victimes, pour certaines qualifications, on pourrait peut-être l'élargir. Pour le reste, sur l'accompagnement, le financement, moi, je suis totalement favorable. D'ailleurs, on le fait. On a une situation, par exemple, où des femmes ont été victimes d'agressions sexuelles. Et elles ont été reconnues comme telles, puisqu'une condamnation est intervenue. Mais comme elles ne faisaient pas partie du ministère de la Culture, mais que la personne qui a commis les faits était agent du ministère de la Culture, et qu'il a utilisé sa fonction au ministère de la Culture pour les faire venir, pour pouvoir commettre son délit ou son crime. Et donc, je considère que ces victimes n'ont pas à être dans la nature. Donc ça, j'ai demandé à mes services à ce que la protection juridique et d'accompagnement, y compris sur une indemnisation, soit proposée, par exemple. Monsieur le rapporteur, après moi j'enchaînerai sur une question. Alors je vais dérouler un peu un certain nombre de sujets que nous avons abordés. Comme vous l'avez vu, on a fait de nombreuses auditions. Je vais commencer par le secteur de l'enfance. Et après, on aura évidemment d'autres sujets. Le secteur de l'enfance, sachant qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des enfants qui se produisent sur scène ou sur des films, enfin qui font du spectacle, et puis il y a la formation des enfants et leur accompagnement dans leur pratique culturelle. Bon, déjà, nous, on se pose la question, aujourd'hui, les règles spécifiques en matière de travail des mineurs, c'est 16 ans. Nous, on se demande s'il n'y aurait pas une logique à aller à 18 ans, et je crois que vous l'avez dit.
On se pose aussi la question d'interdire le travail pour les enfants très jeunes, sauf exception et, un travail un peu plus poussé encore que celui qui existe aujourd'hui de l'autorisation de la Driette. Alors, quel âge ? Peut-être 7 ans, qui est l'âge de raison, pourrait être un âge. Alors, sachant que la présidente et moi-même, on ne souhaite pas vraiment non plus interdire la présence d'enfants dans les spectacles parce que ça peut avoir, ou dans les films, parce que ça peut évidemment avoir quand même un intérêt. Alors, aujourd'hui, sur ces enfants qui tournent les spectacles, on proposerait bien de rendre obligatoire un rapport de fin de tournage par le responsable enfant qui a maintenant été mis obligatoire. Alors, fin de tournage quand c'est un film, mais fin de tournée ou fin de représentation, évidemment, quand c'est du spectacle, de la danse, du spectacle vivant, de la danse ou du théâtre. Ça nous permettrait, il me semble, d'avoir un suivi de ces enfants et puis surtout de mieux contrôler. Parce qu'on l'a vu, il y a des enfants qui partent en spectacle. Le travail a été fait par la Driette et par Thalie pour s'assurer que l'enfant puisse y aller. Mais après, le suivi, quand le tournage dure 3 semaines, il y a des choses où c'est un peu le flou. Est-ce qu'il a bien travaillé ses matières scolaires, parce que le cadre légal oblige à continuer? Est-ce qu'il n'a pas eu de traumatisme? Est-ce qu'il n'a pas eu un certain nombre de cas qui pourraient avoir posé une question envers l'enfant? Donc ça demanderait de renforcer les relations entre Thalie, Santé et les équipes de tournage, donc sans doute donner un peu de moyens. Et moi j'ai été un peu surpris du faible coût de la visite médicale Thalie pour les productions. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, parce que dans le cadre d'un film qui coûte 3 millions, 10 millions ou plus, que la visite médicale soit un peu plus chère que, je crois, les 30 € à peu près d'aujourd'hui? Ça me pourrait me paraître de financer un peu une meilleure prise en charge. Et donc, dernier point sur ce sujet des tournages, de procéder, donc ce retour d'expérience systématique des coachs pour enfants ou des accompagneurs pour enfants vers Thalie. C'est-à-dire que ce rapport et ce lien entre Thalie, la Driette et les équipes, la production soit renforcé avec un véritable dialogue et donc aussi une certification de ces accompagnateurs pour enfants. Donc ça, c'est pour les tournages et pour les spectacles. Ensuite, sur la question de la formation. Aujourd'hui, les enfants qui sont formés dans toutes ces écoles, il y a des choses merveilleuses qui se passent et il y a un certain nombre de sujets et d'angles morts. Vous l'avez dit, les conservatoires qui partent du conservatoire municipal jusqu'au conservatoire régional et des conservatoires nationaux, c'est plus simple pour vous pour les grands conservatoires, mais pour les petits conservatoires, c'est plus compliqué. Donc moi, j'ai noté avec intérêt cette idée de certification qu'on souhaitait aussi proposer, avec peut-être la difficulté que certains petits conservatoires ont des professeurs qui sont des professeurs pas complètement non plus professionnels, ou alors qui viennent parfois du secteur associatif. Et je voulais terminer cette question sur les enfants sur la question du secteur associatif. Aujourd'hui, on a un certain nombre de structures, dont une qui se trouve dans les Hauts-de-Seine, où on a un vrai sujet. Cette structure est associative, elle touche des subventions qui sont énormes, 1 600 000 €. On a des témoignages qui nous sont arrivés qui sont un peu terrifiants. On a un certain nombre de vraies préoccupations sur cette association. Alors c'est une association, ce qui fait que c'est difficile pour nous de faire un article 40. On ne peut pas aller faire un contrôle sur place et sur pièce. Et je peux vous assurer que que ça nous démange. Et donc j'aimerais savoir ce que vous pourriez faire dans le cadre de cette association que tout le monde aura replacée. Voilà sur les associations et sur la formation des enfants et sur les enfants dans les spectacles. Je rajoute à ce qu'a dit monsieur le rapporteur sur la question des enfants, la question des castings, qui n'a pas été abordée et qui est manifestement un lieu de danger pour les enfants, puisque que ce soit dans les castings sauvages ou dans les castings, en fait, ça n'est pas encore couvert par la relation de travail, de sorte que ça n'est pas couvert non plus par la responsabilité du producteur ou du réalisateur. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là du recrutement ?
Sur les enfants, d'abord, il y a déjà le responsable enfant qui relève de la protection de l'enfance. Non, non, je parle pour répondre à monsieur le rapporteur, madame la présidente, c'est simplement sur les responsables enfants. Aujourd'hui, il remplit ce rôle. Il contrôle s'il y a la scolarité. Enfin, pendant toute la période du tournage, tout ça est contrôlé. Qu'il y ait un rapport de fin de tournage, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Il peut le faire. Parce que de toute façon, s'il a fait son boulot, ça ne doit pas être difficile de faire un rapport de fin de tournage. Donc ça, on peut le mettre en obligation sur un rapport de fin de tournage. Ensuite, de dire sur le suivi des enfants, c'est toujours plus compliqué. À la limite, vous pourriez dire aussi, dans l'école, pour avoir aussi le suivi de certains enfants, quand il y a eu de la maltraitance. Donc, moi, j'ai toujours peur du dispositif de trop et qui soit inopérant. Mais aujourd'hui, on peut donner cette obligation, évidemment, au responsable tournage de faire son rapport, ça, il n'y a pas de problème, mais il est censé tout contrôler. Conditions de travail, conditions de scolarité, conditions psychologiques, tout ça est effectivement possible. Donc, sur responsable enfant, je vois pas ce qu'on peut. Effectivement, on peut mettre des rapports en plus. Je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Parce que si vous rajoutez un dispositif, c'est-à-dire que vous allez voir le. Mais aujourd'hui, les responsables enfants, pardon, je vous Oui. coupe, mais ne sont pas encadrés. C'est-à-dire que leur formation n'est pas encadrée. Il n'y a pas de. Non, mais ça après. Donc, il n'y a pas de registre de ces encadrants d'enfants. Il n'y a pas. Donc, en fait, Alors, il y a quand même à structurer un tout oui, petit peu. Pardon. Sur les responsables enfants. Moi, je serais assez favorable qu'ils relèvent de la protection de l'enfance, qu'ils soient formés. Toutes les carences qu'on peut relever sur la formation, sur l'encadrement, sur le profil, sur les critères. Enfin, moi, vous savez, j'irais même plus loin, d'avoir aussi le casier judiciaire. On l'a dans. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut tout balayer. La question que je pose, c'est de dire si on rajoute un autre intervenant ou un autre dispositif, voilà. Mais sur les dispositifs de contrôle, à la limite, on donne un process. On installe une procédure et des critères. Ah, pardon. On va dans le même sens en réalité. L'idée, c'est d'avoir, comme vous le dites et comme on partage, des personnes qui accompagnent les enfants, que ça soit encadré, qu'il y ait des règles, on est entièrement d'accord. Ce que je propose et ce qu'on propose ensuite, c'est de rendre obligatoire juste la rédaction d'un rapport par ceux comment dire, accompagnateurs d'enfants à la Driette et à Thalie. Ça donnera aussi à Thalie un certain nombre, parce que Thalie, ils accompagnent les enfants dans la démarche un peu aussi psychologique de l'après. On a auditionné un certain nombre de personnes qui nous disaient, les enfants, ils tournent, et puis après, ils font toute la séquence de la promotion, et c'est parfois pas simple, et tout ça sont des angles morts. Donc c'est ça qu'on veut un peu mieux encadrer. Voilà. Oui, et donc sur le point, et ça me permet de rebondir sur la question de l'honorabilité pour les personnes qui interviennent auprès des enfants. Comment on peut faire? Parce qu'on a un exemple, effectivement, vous l'avez cité, de quelqu'un qui intervenait dans une maîtrise, qui a été condamné et qui est allé travailler dans une autre maîtrise. Et les dirigeants, qui sont parfois associatifs d'ailleurs, qui sont parfois des bénévoles, sont très démunis pour contrôler l'honorabilité de ces personnes. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer permettre la consultation du B2, par exemple, avec encadrement, peut-être on peut imaginer aussi les services préfectoraux qui, une demande du président de l'association qui demande aux services préfectoraux, est-ce que cette personne, je peux avoir des certitudes sur son honorabilité, ou enfin au moins un faisceau d'indices, et puis les services de la préfecture lui rendent ce rapport. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait imaginer? Parce que juste, on voit bien dans le monde du sport, les associations qui accueillent des enfants, elles sont agréées par leur fédération, et les fédérations chapeautent tout ça. Aujourd'hui, dans le monde des associations culturelles, c'est parfois un peu plus compliqué, et on a le même risque, évidemment, que dans le sport. Comme je vous l'ai dit au départ, je suis favorable au rapport. S'il a fait son boulot, ça ne doit pas être compliqué de faire le rapport. Donc ça, sur le responsable enfant. Ensuite, sur l'honorabilité pour certains... Vous savez, les collectivités ont accès au B2. Donc je me dis, est-ce qu'on passe par la collectivité ou par le service préfectoraux? C'est comme les agréments qu'on peut avoir pour les sociétés de sécurité. Quand vous prenez une société de sécurité pour des sites sensibles, tout ça est scanné. Donc moi, je ne serais pas... Je vais vous dire, tout ça, au contraire, je me dis même, je suis un peu surprise que ce ne soit pas une évidence. Quand vous avez des cas très particuliers, et là je sors de mon rôle,
Mais par exemple, la protection de l'enfance aujourd'hui en France, c'est un angle mort. On parle de la délinquance des mineurs, qui est minoritaire dans le sujet des mineurs, mais le sujet majeur en France, c'est la protection de l'enfance. C'est 5% pour la délinquance des mineurs, tout le reste, c'est de la maltraitance d'enfants. Et donc, on a cet angle mort. Donc ça, au contraire, c'est un dispositif qui permet aussi de protéger les enfants. Et donc, moi, tous les dispositifs qui permettent une protection de l'enfance, je suis favorable. Alors ça, moi, je peux le mettre en place et je peux évidemment le favoriser, en tous les cas, le porter avec vous. Si vous, demain, vous le portez, je suis avec vous. Et je pense que vous aurez des petites réticences ou des réserves pour certains, parce qu'en disant, oui, mais on ne peut pas bannir, c'est-à-dire que la condamnation devient un bannissement. Moi, je pense que la protection des enfants est plus importante que savoir si on bannit ou pas. Voilà. Donc moi, je suis favorable à ce dispositif. Ensuite, sur le secteur associatif peut faire un article 40. Après, c'est toujours pareil. C'est ce qu'ils sont formés. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est l'article 40. Et vous pouvez vous faire, si vous découvrez demain dans une association, chacun peut faire un article 40. Tout le monde peut faire un article 40 quand il découvre un délit, un crime ou même des dysfonctionnements. Ça peut être signalé. Ensuite, le biais de la subvention, parce que les associations sont souvent subventionnées ou par l'État ou par la collectivité, moi je trouve que le biais de la subvention permet aussi d'avoir un petit contrôle indirect. Normalement, les associations remettent un rapport d'activité. Hein. Normalement. Oui, normalement. Oui, mais ça je suis d'accord avec vous. Parce que moi j'avais obligé, lorsque j'étais garde des Sceaux, notamment pour les associations qui intervenaient dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, et c'est là où on a pu découvrir que certains éducateurs ou certains animateurs n'étaient pas forcément adaptés pour être face à des mineurs en voie de réinsertion. Et donc, sur ces sujets-là, moi, je suis assez favorable qu'on oblige, évidemment, à ce rapport et qu'on puisse contrôler sur ces sujets-là. Ensuite, sur... là où on a, je parlais tout à l'heure de trou de la raquette, on n'a pas de responsable enfant dans le spectacle vivant. Et donc ça, il faudra évidemment le prévoir et le mettre en obligation. Sur la formation professionnelle, il y a effectivement un certificat de qualification qui sera opérationnel à partir de 2025. Voilà. Alors, il y a... en fait, ce qu'on a observé dans cette commission, c'est vraiment beaucoup des situations de pouvoir qui étouffent les affaires. Parce qu'en fait, la parole, d'une certaine manière, quand même, elle existe. On dit toujours qu'elle se libère, mais elle existe peu ou prou toujours. Par contre, ce qu'on a vraiment observé dans cette commission, c'est à quel point il pouvait y avoir des situations de pouvoir, parce que c'est un chef de chœur, parce que c'est un directeur d'une structure, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est comment faire en sorte que ce pouvoir ne soit pas un pouvoir totalitaire et ne soit pas un pouvoir qui ne soit pas contestable. Et il y a... Alors, pour moi, il y a des éléments sur des gens qui ont des mandats à vie. Donc ça, il y a quand même un sujet autour de ça, parce que quand vous avez un mandat à vie dans une structure, bah, vous avez le pouvoir à vie. Donc évidemment, ça donne un pouvoir très important. Et la deuxième chose, c'est sur tous les endroits où... c'est au nom de l'art, une personne occupe une situation de pouvoir. Comment peut-on faire, selon vous, pour faire en sorte qu'il puisse être, j'ai envie de dire, injusticiable comme les autres? Parce que ce qu'on a vu dans cette commission, c'est que l'art, et quand on avait un talent particulier ou une maîtrise particulière, eh bien, pouvait être un paravent, un bouclier magique, une espèce de sorte de collier d'immunité, parce que cet art était brandi pour ne pas prendre en compte la parole des victimes. C'est tout le sujet, en fait. Non, mais c'est tout le sujet. Moi, j'ai trop connu les gens qui, effectivement, se donnent des certificats de quand c'est toi, c'est pas grave. Quand c'est les autres, évidemment, c'est choquant. Comme on est filmé, je ne veux pas vous décrire une situation personnelle, mais quand par exemple vous avez dans votre environnement quelqu'un qui connaît des difficultés, quand vous êtes de conditions sociales très défavorisées, on considère que tout le monde doit être emporté sous cette... on dit c'est une famille qui connaît des problèmes, c'est qu'on emporte tout le monde. Et quand ce sont des artistes ou des milieux très favorisés de pouvoir, et notamment dans les arts, on dit mais ce sont des artistes. Donc voilà, dans cette famille, c'est très divers, c'est des artistes. Et donc, ce qui est crime et délit devient finalement pas une circonstance atténuante, ça devient un art.
Voilà. De pouvoir agresser quelqu'un, c'est presque artistique. Quand c'est pour une autre condition sociale, on dit c'est un violeur, c'est un agresseur, c'est une racaille. Voilà. Et donc pendant trop longtemps, on a été complice de ça. Et ça existe encore. D'ailleurs, certains n'osent pas parler. Aujourd'hui, vous avez bien vu les pétitions. Et donc, on n'a pas le courage de dire que la pétition, c'est honteux. Que la pétition, c'est complicité de crime ou complicité de délit. C'est ça qu'il faudrait dire, pour ne pas dire une association de malfaiteurs. Mais si demain vous le dites, vous vous faites assassiner, y compris quand vous êtes un responsable public. Et donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun de dire, ben non, quand il y a délit, il y a délit, quand il y a crime, il y a crime. Voilà. Et donc tout le sujet, c'est aujourd'hui de pouvoir décorréler, j'allais dire, le statut. On dit on décorrèle l'homme de l'œuvre ou je sais pas quoi de l'artiste, je sais pas quoi là. Décorrèle l'homme de l'artiste. Oui, voilà. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Oui. Mais ça c'est valable que pour certains. Hein. Il y en a certains on considère que c'est que l'homme. Hein. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'œuvre. Mais ce sujet-là, c'est même pas un sujet juridique, c'est même pas un sujet. Vous pourrez mettre tous les dispositifs que vous voudrez. Vous aurez des pétitions, vous aurez. Je vous dis l'histoire du troussage de domestiques, ça a choqué personne. Mais imaginez que moi je dis ça sur un plateau. On va dire ça m'étonne pas vu d'où elle vient. Non mais, je vous le dis. Et donc, ces sujets-là de pouvoir, d'intégrer en disant, il y avait un metteur en scène qui a dit, c'est vrai que l'art me permet finalement de me désinhiber. Mais tu ne dois pas te désinhiber sur les autres. Non mais, et c'est tout le sujet. Oui, bah, non mais, donc le sujet, il est pour nous. C'est comme quand vous avez... quelqu'un qui est avec un mineur qui vous dit, moi j'ai connu ça comme magistrat, où la personne dit oui mais il était d'accord, c'est lui qui voulait. Oui mais le majeur est là pour rappeler son statut. C'est-à-dire que justement, il faut y mettre des limites. C'est ça. Donc là, je n'ai pas, pour tout vous dire, je n'ai pas de réponse tant qu'on sera dans une société inégalitaire et que parfois l'état de droit ne s'applique que pour certains. Voilà. Merci. Alors, il y avait Sarah Legrain qui a posé une question, mais je rappelle quand même sur l'histoire des mandats à vie, qui me semble quand même être des lieux cadenassés, quoi. Oui, voilà. Non, mais ça, vous avez raison. Ministère de la Culture, on est des professionnels de la profession pour les mandats à vie. Et pareil, renouveler les conseils d'administration, moi, j'ai été très surprise du peu de renouvellement. On reprend les mêmes, ou celui que vous avez mis là, vous le remettez Exactement. là. Et ça constitue l'entre-soi. Mais voilà. Total. Absolument. Et comme vous devez à l'autre votre nomination, pour ne pas dire votre nomination à vie, donc on vous trouve toujours des circonstances. Mais moi, j'ai été très frappée dans ce ministère. Et d'ailleurs, ça a été ma première réunion avec les organisations syndicales, où j'ai une représentante syndicat Sud, avec laquelle, parce qu'elle est sur la lutte contre les inégalités et les discriminations, elle me disait finalement, vous êtes la seule à représenter la diversité dans ces assemblées. Non, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que cette reproduction sociale, et sociale d'une certaine catégorie, ça serait bien qu'elle s'arrête un peu. Mais moi, je serais vous, je regarderais les process de nomination dans un ministère comme la culture, et à tous les niveaux, et les conseils d'administration. Madame Legrain. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord Madame la Ministre, messieurs, dames, toutes mes excuses, parce que j'arrive tard, mais je rattraperai l'ensemble de ce qui s'est dit. J'étais, vous savez ce que c'est, quand on doit courir entre les salles, j'étais à la délégation aux droits des femmes, pour le lancement d'une mission sur la parentalité, ce qui est du coup l'objet d'une première question que je pourrais vous poser si elle n'a pas déjà été abordée, auquel cas je m'en excuse, mais sur voilà, les questions de conciliation de la vie d'artiste et de la vie de mère. Je crois que c'est un gros sujet, donc voilà, je profite, ça fait ma transition. Mais la question que je voulais vous poser tombe à pic par rapport à ce que vous venez de dire. Je voulais commencer par citer Médine, qui dit dans l'une de ses chansons « C'est jamais pour nos frères qu'on sépare l'œuvre de l'homme. Allez-vous traiter MHD comme vous avez traité Kanta ?» Et je crois que ça fait écho un petit peu à ce que vous venez de dire, et c'est ce que je voulais mentionner, c'est la question du croisement des violences et des discriminations qu'on a essayé de creuser au sein de cette commission. C'est le fait qu'il y a les violences sexistes et sexuelles, on en a croisé énormément. Il y a aussi la question des violences racistes, et en fait les deux se croisent. On a eu le cas, je crois que vous avez mentionné un peu auparavant, la question d'Aya Nakamura, la façon dont elle a été traitée au moment de la cérémonie d'ouverture des JO. On a évoqué aussi dans cette commission d'enquête le cas d'Ebony, etc. C'est-à-dire comment sur les femmes se croisent les discriminations
sexistes et aussi les discriminations racistes, donc les questions de diversité dans toute leur complexité. Donc comment est-ce qu'on articule la politique qui a été pas mal menée dans le cadre du ministère de la Culture pour l'égalité femmes-hommes et les politiques anti-discrimination et pour la diversité. Et ça a aussi un pendant qui est aussi le fait qu'on a le sentiment que quand il s'agit de Depardieu, quand il s'agit de PPDA, quand il s'agit de Morandini, quand il s'agit d'Arthur, là on sépare soit l'homme de l'artiste, soit l'homme du journaliste, et qu'en revanche, on l'a vu récemment, dès qu'une personne soit est issue des classes populaires, soit est identifiée à une religion, à la religion musulmane, ou identifiée comme arabe, en réalité, on a des réactions. Donc on l'a eu avec Merwan Benlazar, vous y avez réagi d'ailleurs. On a le sentiment qu'il y a une suspicion beaucoup plus facile en raison de l'origine sociale et de la couleur de peau. Je crois que c'est un peu ce que vous venez d'évoquer. Donc c'était justement, je voulais voir comment on arrivait à croiser ces questions-là au sein du ministère de la Culture, de lutte contre les VSS et aussi de diversité et de changement de regard sur les personnes qui ont des parcours différents, des origines différentes. Et puisque, comme ça je fais tout d'un coup, j'avais aussi un questionnement sur le rôle de la ministère de la Culture, parce que je crois que toutes ces dernières années, on a vu vraiment une évolution dans la prise de conscience de ces questions-là. Et qui a quand même eu une affaire qui a beaucoup défrayé la chronique, qui date maintenant, qui commence à dater, cette affaire de ce fonctionnaire qui avait administré des diurétiques à plus de 250 candidates pendant 10 ans. Voilà, c'est une affaire. Comme les choses commencent à dater un peu, qu'il y a eu justice rendue, il y a la question aussi de comment le ministère de la Culture peut revenir aussi sur cet épisode-là, pour dire un peu à un moment comment aussi il y a pu avoir des responsabilités. Voilà, je ne suis pas dans une logique d'aller poursuivre des gens, mais de dire à un moment, tout ça n'a pas pu se produire sans qu'à un moment, les alertes n'aient pas été lancées. Et je me plais à croire qu'une telle chose ne serait plus possible aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de vous demander, Madame Dati, et sans doute que ça enverra un message de dire, de ne pas dire tout est réglé, mais de dire clairement sur cette affaire-là, il y a sans doute eu quand même des défaillances du ministère de la Culture et on ne le reproduirait pas. Je crois qu'il y a des victimes qui ont besoin de l'entendre aussi. Je vous remercie. Merci Madame Legrain. Madame Dati. Il faudrait faire une commission, une mission que sur les sujets que vous venez d'indiquer. Ils sont beaucoup plus larges que simplement à la culture, et vous le savez bien. Sur les discriminations, sur le traitement, avant que vous n'arriviez, on a évoqué, mais c'est pas pour dire qu'on l'a déjà dit, je ne veux pas répondre, bien au contraire, j'ai dit en fonction de votre catégorie sociale, votre condition sociale, il y en a certains qui vous collent votre déterminisme à vie. Voilà. Et puis la notion de responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je vais vous donner 2 exemples personnels. Ce qui me gêne, c'est que ce soit filmé et retransmis. Donc, sinon, moi je trouve qu'on puisse se parler ensemble. Alors certains, j'ai mené des combats ensemble. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré Sandrine Rousseau, on s'est connus sur des sujets, honnêtement, sur lesquels on était piétinés, donc où on disait qu'on en rajoutait. Est-il normal que depuis que je suis une personnalité publique, par exemple, que des journalistes, de manière systématique, moi, j'ai pas de collusion ni de connivence avec les journalistes, jamais. Je peux être direct, parfois un peu trop, je peux surréagir, peut-être parfois un peu trop, mais je vais vous dire, je me souviens la manière dont les articles sont écrits pour... je prenais comme exemple Christine Lagarde, Michel Lemary ou Nathalie Kosciusko-Morizet, et les articles étaient écrits me concernant. Et on prenait des détails qui étaient des détails très précis. Donc je me disais, bon, bah, au bout d'un moment, ça va, là, maintenant, je pense que j'ai fait un peu mes preuves, non? Parce que vous aurez remarqué que techniquement, et sur le fond de mon dossier, je vous mets au défi de trouver une seule polémique sur un fond de dossier, sur une erreur technique, sur une erreur de compétence. Donc le sujet, ce n'est pas la compétence, c'est la légitimité. Et la légitimité, c'est le sujet des discriminations. Et le sujet des discriminations, c'est le sujet des inégalités. Mais quand encore récemment, j'ai découvert que des journalistes ont sous-traité auprès d'autres journalistes et qui sont allés voir un de mes frères et un de mes cousins qui connaissent des difficultés, en disant, on vous paye si vous pouviez témoigner contre Rachida Dati, puisqu'on est en train de faire un documentaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on le fait pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est normal que je bataille pour que ma fille ne soit pas ennuyée sur son environnement, qui elle voit, où elle voit? Est-ce que c'est normal que les journalistes vont au Maroc ou en Algérie pour bien voir quelle est ma vraie vie? Comme si... Alors moi j'ai dit, au bout d'un moment, je vais créer une légende.
je pense que, voilà, je vais créer des choses. Donc ce que vous dites sur le traitement, c'est valable pour les femmes politiques en particulier et pour une certaine catégorie. Voilà la réalité des choses. Donc ce que vous dites est une réalité, de dire quand vous prenez MHD ou Quanta ou autre, c'est vrai. Mais quand vous dites PPDA, je pense que nous sommes nombreux à avoir dit, quand c'est crime, c'est crime. Mais vous avez par ailleurs certains qui vous disent, c'était le contexte, c'est ce que je disais au départ, mais le contexte, même il y a 20 ans, le viol était réprimé, l'agression sexuelle était réprimée, mais pourquoi à ce moment-là on n'a pas de signalement? On vous dit, la justice peut s'auto-saisir sur les crimes et les délits. Elle aurait pu le faire dans les années 80, puisque c'était connu, il y a des choses qui étaient connues. Alors on va vous dire, c'était connu que par certains. Ben, c'était connu par ceux qui ont le pouvoir. Donc, et je vais vous dire, c'est là où mon combat continuera. Je m'en fiche, j'en suis plus à ça près. Je dis simplement, après, il y a des dégâts collatéraux sur vos proches. Mais il faut continuer parce que c'est pas gagné. Parce que ce que vous dites, malgré tous les dispositifs qu'on met en œuvre, ça n'est pas gagné. Et donc, le sujet de l'honorabilité, c'est le sujet de la réhabilitation. Est-ce que quelqu'un qui est condamné définitivement, est-ce qu'il a le droit de revenir à son métier premier? Je trouve que sur le domaine culturel et le spectacle, effectivement, c'est un sujet, un débat qu'on a eu avec Christopher Miles, de dire, à la limite, j'ai purgé ma peine, j'ai le droit de revenir, puisque je n'ai pas d'interdiction. Personne ne m'interdit de refaire le métier qui m'a peut-être conduit à commettre un crime ou un délit. Mais là où m'a convaincu d'ailleurs Christopher Miles, c'est de dire, quand on est un acteur culturel et ces acteurs culturels vous font la leçon, donnent la leçon matin, midi et soir, y compris sur l'exemplarité. Est-ce qu'au moment donné, si vous êtes condamné, est-ce que cette exemplarité ne vous oblige pas finalement à ne plus faire ce qui vous a exposé, ce qui vous a rendu connu, et ça a été l'outil, j'allais dire l'arme par destination, pour commettre ce que vous avez fait. C'est tout le débat qu'on a. Voilà. Moi, je suis là-dessus très ouverte à tout, et je ne suis pas binaire, mais là où je vous rejoins, et là où c'est le sujet, et c'est curieux parce que il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ça. La condition, le déterminisme, les discriminations, je vois monsieur Raphaël Arnaud qui est là. Hier, quand je réponds à la question d'actualité, vous me ramenez à des sujets qui ne sont pas les mêmes. Moi, je vous parle évidemment d'un artiste. Je dis effectivement, il y a des choses qu'on ne vous pardonnera jamais, quoi que vous fassiez. Donc je dis le déferlement. Certains ont pris comme prétexte une chronique pour se lâcher sur ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. C'est contre ça qu'il faut lutter. Mais on peut lutter en posant les choses, Moi, je crois à l'état de droit. Je crois. Parfois, ça marche pas. Parfois, on est à côté. Parfois, on a l'impression qu'on est en République bananière. Vous avez raison. Mais si vous et moi, on a un engagement politique, c'est peut-être justement pour rappeler ces principes pour lesquels on se bat. Qu'on soit ministre ou pas ministre, l'engagement politique, c'est un engagement public. Donc, ensemble, on peut mener ces combats. Donc, je ne vous réponds pas précisément à ce que vous venez de dire, mais je peux vous dire que ce qu'on vient de dire est contesté. C'est une réalité. Pardon, je déborde. Mais... Oui, parce que maintenant, à la tête du ministère de la Culture, vous pouvez changer les choses. Et c'est là la question qui vous est posée, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement, puisque vous avez cette conscience des rapports de classe, des rapports racistes, des rapports sexistes, enfin d'à peu près tous les rapports sociaux qui se retrouvent de la même manière dans le ministère de la Culture, vous avez la possibilité d'agir contre un entre-soi, contre des positions de pouvoir, etc. Et ça, j'imagine que monsieur le rapporteur va vous poser des questions là-dessus et je compléterai s'il en manque. Oui, merci. Non, juste Madame Legrain, la situation particulière de l'agent du ministère de la Culture, il y avait des victimes qui n'étaient pas du ministère de la Culture, parce qu'il les a reçues en se servant de sa fonction, je l'ai indiqué tout à l'heure. J'ai décidé non seulement qu'il y ait une prise en charge et une indemnisation qu'on va leur proposer. Et ce sont des victimes qui n'ont rien à voir avec le ministère de la Culture. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Pour rebondir et ça va faire la transition vers les sujets qu'on a encore à aborder, c'est la question de l'origine dans le monde de la culture est particulièrement importante. Il y a l'origine du pays, de son origine ethnique parfois, mais il y a aussi l'origine provinciale. C'est un vrai sujet. Voilà, on a un certain nombre
on voit bien que parfois, dans certains milieux, le monde de la culture est assez parisien. Et que y rentrer, être un insider dans ce milieu, c'est pas toujours facile. Et donc à ce propos, et première question rapide sur la formation, on a rencontré les équipes de l'école Rognoni à Paris, dans le 5e, qui est une école, alors c'est plutôt éducation nationale, mais qui est une école qui a moyen constant, permet à des enfants de faire leur parcours scolaire avec réussite et en même temps leurs activités artistiques et les endroits, les lieux où ils ont où ils sont performants pour les matières sportives et doués pour les matières culturelles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait imaginer que ces collèges se développent partout en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'à Paris. Alors, je vous laisserai le temps de réfléchir à ça, parce que c'est aussi une question éducation nationale. Mais avant, je voulais qu'on continue nos interrogations. On a été extrêmement frappés dans les auditions que nous avons eues, en particulier sur les techniciens, techniciennes, les jeunes acteurs, jeunes actrices, mais aussi sur un certain nombre de comédiennes et actrices qu'on va dire très installées, que l'on a auditionné à huis clos. On a été très surpris déjà d'un sexisme extrêmement présent, extrêmement existant, massif dans ce milieu, mais qui souvent était, et c'est pour ça que les formations, et on a assisté aux premières formations que fait le CNC sur les équipes de tournage, et on voit que ça va plutôt dans le bon sens, mais ce sexisme, il est hyper présent. Et à côté de ce sexisme très présent, on a aussi non pas un mépris, mais une méconnaissance des règles élémentaires du droit du travail. Évidemment sur ces questions de violence morale, sexiste et sexuelle, mais aussi sur quelque chose qui est acté, que parfois la mise en danger, la mise dans des situations dangereuses pour faire la belle image, pour faire le bon moment, voilà. Donc on a quand même vu que la connaissance du droit du travail est extrêmement insuffisante. Alors est-ce que l'on ne pourrait pas le renforcer dans les écoles qui sont les écoles de la République et les écoles publiques d'art, de toutes ces écoles-là, par des vrais modules sur le droit du travail et sur le droit en général? C'est un premier point. Et ensuite, est-ce que tout au cours dans ces formations qui sont les formations qui sont mises en place, rappeler aussi un certain nombre de ces règles? Est-ce que vous pensez aussi qu'on pourrait imaginer on a un CCHCT aujourd'hui dans le cinéma et l'audiovisuel, peut-être qu'on pourrait les renforcer. Ça, Madame la Présidente est très persuadée de cela. Et ouais. Ouais, d'accord. Et le deuxième sujet, c'est qu'on n'a pas de CHSCT dans le secteur du spectacle et vivant, de la musique. Ils n'en disposent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer soit que le même, ou je ne sais pas, ou deux différents? Ça, c'est à voir. C'est plus compliqué. OK. Alors, et dernière question, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur ces questions de respect du droit du travail, on voit que les inspecteurs du travail ont énormément de mal à pouvoir aller sur les tournages et sur les lieux de tournage parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a un registre, c'est-à-dire qu'au moment donné, quand il y a les autorisations, enfin quand le CNC donne, dans le travail que fait le CNC, il y ait les registres de tournage, les lieux de tournage, et que la production, s'il y a évidemment, parce qu'on sait que sur une production ça peut changer, il y a obligation de rappeler que le tournage a lieu à tel endroit et qu'il a été changé d'heure, etc. Voilà, donc plusieurs questions sur le droit du travail et sur la formation au droit du travail. Madame la Ministre. Alors, sur les CHCT de branche, moi, je suis favorable. Ah, pardon, je suis favorable. Donc, sur les lieux de tournage, le registre où on a tous les éléments d'information, je vous l'ai annoncé dans mon propos liminaire, j'y suis favorable et le CNC s'est lancé là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas avoir une inspection du travail sans avoir le lieu de travail. Enfin, donc, ça va évidemment de pair. Donc, ça, j'y suis favorable. Sur la formation au droit du travail dans les écoles et lieux de formation, parce que, effectivement, là, vous avez raison.
Il y a très peu d'écoles en fait nationales au métier artistique. Je prends l'exemple de l'école nationale des écoles d'architecture. Le profil des étudiants, c'est très CSP+. Hein. On est dans la reproduction sociale totale. Hein. Donc ça, j'ai ouvert. Ça, il faut... Parce qu'on ne peut pas dire, oui, mais bon, c'est un concours. Non, c'est un concours, mais les conditions du concours ne permettent pas à tout le monde de pouvoir et le présenter, et le préparer et le présenter. Donc ça, il faut ouvrir. J'ai décidé aussi de doubler avec Christophe Ormax les classes préparatoires publiques, parce qu'il y a des classes préparatoires pour des écoles d'art qui sont pratiquement privées et donc qui coûtent très cher. Et donc ça, on voudrait en doubler le nombre. Sur les écoles qui permettent d'accéder sans condition de diplôme pour certains, mais moi ça me fait toujours peur quand je dis sans condition de diplôme, quand on parle de réduction des inégalités, on a l'impression que réduire les inégalités, c'est que pour les gens qui n'ont rien fait. Donc non, il y a des gens qui sont qualifiés, il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne peuvent pas accéder à certaines catégories de métiers ou de secteurs. Et moi, ce que vous disiez sur les actrices que vous avez reçues, moi je reçois pas mal d'artistes de toute nature qui demandent à me voir, des jeunes artistes, des plus confirmés. Ils vous disent tous, et pourtant des gens qui ont bien réussi, mais ils vous disent que les structures de décision, d'autorité ou de pouvoir, c'est très fermé. Donc c'est ça qu'il faut revoir. Mais on a la Cinéfabrique qui est à Lyon et Marseille, ça marche très bien. Moi, j'y suis allée. Puis là, ils ne sont pas au chômage. Hein. Ils trouvent tous des emplois et ils sont très bien employés. Et là, c'est très divers. Ensuite, sur la FEMIS, il y a des contrats d'objectifs d'ailleurs qui sont signés cette semaine avec tout un volet de démocratisation. Ça, moi, j'ai essayé de le mettre partout dans toutes les formations. Sur la formation du droit du travail, alors c'est un sujet qu'on n'avait pas évoqué, mais moi, je pense, je réfléchis avec la création de la direction de la formation et de l'enseignement que je vais créer, qui va être opérationnel avant l'été au ministère de la Culture. Je pense que là, ça pourrait être le lieu ressource. Voilà. Donc ça, effectivement, on pourrait l'intégrer dans cette direction. Merci. Moi, je vous relais une question qui nous a été suggérée par Nadège Bosson-Diagne lors de son audition, que je vous invite vraiment à regarder parce qu'elle est très forte, d'avoir des quotas dans les programmations des théâtres, des films, voilà, de mettre en place des quotas. Alors évidemment, on lui a posé la question des statistiques qui appuieraient la question des quotas, et elle nous a répondu ceci, donc je vous le livre, c'est oui, mais en fait, c'est violent de nous demander des statistiques pour constater que les programmations sont essentiellement blanches, que les acteurs sont essentiellement blancs, etc. Et finalement, on n'a pas besoin vraiment d'avoir de statistiques pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de diversité dans la plupart des programmations, ou du moins que ça manque de diversité dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que vous pensez de cela et quelle est votre opinion là-dessus ? Je la connais bien et on en a beaucoup parlé. Et on se connaît avant même que je sois ministre de la Culture. C'est un sujet qui nous occupe. On passe notre temps à parler de ça, donc on renouvelle jamais le discours. Donc ça montre qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé. Ça revient aux statistiques ethniques. Moi, c'est ça. Moi, je serais beaucoup plus sur des critères sociaux, parce que je pense que l'origine. Alors après, vous avez des critères physiques et d'apparence. Et les métiers de la culture sont des métiers d'apparence. Sur la télévision, le cinéma. Donc, il y a ces sujets-là. Moi, sur les programmations, effectivement, France Télévisions avait commencé évidemment sur ces sujets, parce que rappelez-vous, on avait reproché à Mme Ernotte d'avoir dit le mâle blanc de 50 ans. Moi, je serais plus sur la diversité des formations, la diversité des filières, la diversité des conditions sociales d'origine, des parcours. Alors après, parce que si on tombe sur le blanc-noir, après on va où ? Moi, je suis dans quelle catégorie ? Non mais... Je ne répondrai pas à ça. Non, je pense que vous le savez. Non, c'est pas ça. C'est que après, moi j'ai peur de ça. Ça s'est toujours posé. Moi, je considère que c'est un critère important à avoir parce qu'il n'y a pas de diversité. Je le dis. D'ailleurs, les directeurs qui sont ici et vous-même, chère Madame Basilis, on peut pas dire. Par exemple, le ministère de la Culture, je pensais que c'était le ministère plus ouvert. C'est le ministère plus fermé. Il y a une contradiction. Parce que le secteur permet l'ouverture et donc le refus du préjugé, le refus la discrimination, ben, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, alors vous allez me dire, c'est aussi le secteur qui veut que... je discutais par exemple sur l'Opéra de Paris, l'orchestre, c'est souvent nos enfants, il y a beaucoup de reproduction aussi sociale parce que c'est lié aussi à la spécificité du métier. Donc tout ça, moi je vais vous dire, je ne dis pas joker. Il y a des sujets où je pourrais vous dire le lundi, je suis pour à fond parce que j'ai vu des choses scandaleuses. Puis le lendemain,
Et je me dis, attention, voilà. Moi, peut-être que vous pourriez fiche pas. diligenter une étude là-dessus ou une recherche un peu pour savoir si ça pourrait Alors, être utile oui, ou mais pas. vous le mettriez sur quoi, le critère? Sur la diversité d'une manière générale. Oui, mais mais diversité, vous non, mais vous voyez, voilà. quand le Festival de Cannes a été accusé suite au prix du meilleur réalisateur à Oui. Polanski, il y a quand même eu un renouvellement du jury du Festival de Cannes. Et manifestement, il y a eu une ouverture à la diversité, à différents profils, etc. Donc quand on veut, on peut, quoi. Oui, C'est-à-dire mais que... Moi, je le fais de toutes les nominations qui me reviennent. Comment ça se passe? On vous apporte la nomination, on vous dit c'est dans 3 jours. C'est vrai qu'au début, je me laissais avoir. Donc, je signais vite une nomination ou un renouvellement. Aujourd'hui, je prends mon temps. Moi, je dis, ça peut être vacant ou je fais une intérim. Je prends mon temps. Et les 3 qu'on me propose, d'abord, je veux quand même avoir une bio quand même pour voir un peu le parcours. Mais je dis, moi, je veux pas qu'on dise, on a sélectionné pour vous. Je voudrais voir ce qu'on a sélectionné. Et parmi qui on a sélectionné. Donc là, on a changé. Mais c'est très volontaire. Demain, je ne suis pas sûre. Et ça, je ne peux pas le figer. Et donc, c'est pour ça, regardez sur le CNC, par exemple, sur la commission. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait une commission avec des auditions pour avoir plus de transparence. Et comme ça, chacun pouvait candidater. Et moi, je pense qu'on devrait, sur des nominations un peu ou sensibles, ou de visibilité, parce que le jury, ça se voit tout de suite, si on ne renouvelle pas, de pouvoir avoir comme ça des commissions plus transparentes. Alors, c'était les Césars et pas le Festival de Cannes, et mes excuses pour cela. Mais après, oui, parce que sur le CNC, c'est assez contradictoire avec le fait que ce soit votre ancien directeur de cabinet qui soit. Alors moi, je suis super à l'aise. Je vais vous dire, quand il m'a indiqué qu'il voulait... D'abord, il m'a indiqué qu'il souhaitait passer l'audition. D'abord, on était entre la dissolution, la censure, le truc. Et donc, moi, je n'ai pas à entraver des ambitions des uns et des autres. Je trouve qu'en plus, il était jeune, il avait des qualités. Et j'ai souhaité, je n'aurais pas aimé avoir à nommer sans aucune transparence de rien. Parce que j'aurais dit, on me reproche ce que je reproche aux autres. Et donc, ils ont installé une commission, il y a eu des auditions en toute transparence chez Olivier. Et moi, même les membres du jury, je ne m'en suis pas mêlée. Et personne ne peut vous dire que j'ai appelé quelqu'un, que j'ai soutenu quelqu'un, c'est faux. Voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y a eu, je crois, qu'une femme ou 2 femmes. C'est vrai que quand il y a des candidatures, les femmes, spontanément, ne se présentent pas. Oui, et d'ailleurs, il y a des universités qui ont fait des dispositifs très intéressants où, en fait, ils ouvrent l'appel à candidature et ils ne procèdent au recrutement que quand il y a moitié de femmes dans les candidates et moitié d'hommes. Et en fait, ça donne, c'est en Suisse notamment qu'ils font ça, et ça donne des résultats assez étonnants en matière de recrutement derrière. Monsieur le rapporteur... Juste, je vais vous donner un exemple, justement. Lorsque j'étais garde des Sceaux, c'est vérifiable, c'est statistique. Il y a une majorité de femmes dans la magistrature. Mais les postes à responsabilité, procureur général, premier président, j'avais 2,5% de femmes. Et donc, j'avais demandé au directeur des services judiciaires de me proposer des noms et des promotions où il y avait des femmes. Et première remarque, on me dit, on vous a mis des femmes et on ne prend pas de risque parce qu'elles sont à 6 mois de la retraite. Donc c'était quand même, il y avait ça. Et la deuxième chose, on me mettait des profils, genre par défaut, il faut vite nommer. Je n'ai pas voulu nommer tant qu'on n'était pas à 50-50 sur les profils. Et toutes les femmes que vous retrouvez sur les hautes responsabilités aujourd'hui dans la magistrature, ça date de ces nominations-là parce qu'elles ont suivi aisément ce cursus. C'est comme, de la même manière, moins de 5% des enfants d'ouvriers étaient dans les promotions de l'école de la magistrature. J'ai fait les classes préparatoires intégrées, ça a boosté la réduction des inégalités. Monsieur le rapporteur. Oui, il y a une autre solution aussi, ça, c'est d'alterner homme-femme à chaque nomination. C'est aussi une possibilité. Parce que ça dépendra toujours de celui qui nomme. Hein. Est-ce qu'on le fige? Voilà. Ça peut être inscrit dans les textes. C'est une solution. Donc on a fait un peu le tour sur le droit du travail. Je voulais revenir maintenant sur peut-être un corollaire du droit du travail, c'est la question de la façon dont sont contractualisés les contrats entre aujourd'hui les actrices et puis quand il y a des scènes d'intimité. Est-ce que, enfin, les contrats et les scénarios, on a vu que dans de nombreux cas, il y a eu un dérapage parce que
parce que le scénario n'était pas suffisamment écrit. Et donc, on a la proposition, évidemment, de systématiser les coordinateurs d'intimité, en tout cas de rendre obligatoire d'interroger les deux comédiens ou s'ils souhaitent un coordinateur d'intimité, et si un des deux le souhaite, qu'il soit obligatoire. Avec cette possibilité justement de mieux contractualiser ce qui va être demandé à l'acteur ou à l'actrice au moment de la signature du contrat avec le producteur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. C'est-à-dire que dans certains scénarios, c'est marqué ils font l'amour. Bon, que ça soit un petit peu plus développé pour que le comédien et la comédienne sachent à quoi s'attendre. Donc, premier point, coordinateur d'intimité, cette question, elle me semble importante. Et cela marche aussi pour le théâtre et pour le spectacle vivant, parce qu'on a vu, on a le cas un peu dramatique à Rennes, enfin, au moment du spectacle à Rennes sur le spectacle L'Inondation, où on a eu une actrice qui a profondément souffert, sans doute d'un manque de coordination d'intimité, et pour le coup un comédien, donc un baryton qui, suite à cette affaire, a arrêté sa carrière. C'est assez dramatique parce que c'est un double gâchis. Donc coordinateur d'intimité, et ensuite peut-être quelque chose qui va profondément agacer tous les réalisateurs et les producteurs, c'est que sur des scènes où il y a nudité et à l'écran on peut voir les comment dire, aidez-moi, Madame la Présidente, les parties intimes. Voilà, voilà ce que l'on peut autrement appeler les fesses, le sexe ou les seins, qu'il y ait la possibilité pour les comédiens de valider les choix au moment du tournage. Voilà. Et ça, c'est possible s'il y a eu un processus avant, évidemment, comme ça, il n'y a pas de surprise. Parce qu'effectivement, si il n'y a pas de dialogue et puis à la fin, le comédien ou la comédienne dit je ne veux pas qu'on utilise ça, alors que jusqu'à là, ça n'a jamais été discuté, ça risque d'être parfois problématique pour le film. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces idées autour de ces questions d'intimité, de questions de nudité dans les films ? Madame la ministre, et après je vous propose qu'il y a Sarah Legrain qui a une dernière question, et après je vous propose qu'on en termine. Madame la ministre. Le coordinateur d'intimité, il s'est généralisé. Hein. Donc, si on... Pas dans le spectacle vivant. Ah non, pas dans le spectacle vivant. Mais, pardon ? Pas dans le spectacle vivant. Oui, mais le spectacle vivant, c'est comme tout à l'heure sur le protecteur, enfin sur le représentant enfant. Alors, moi, je suis favorable, y compris pour les scènes dont vous avez parlé, monsieur le rapporteur. Enfin, on ne peut pas filmer quelqu'un à son insu ou montrer des images à son insu. Donc, tout ça doit être évidemment évoqué avant, et en tous les cas, avant même le montage, enfin, avant la dernière mouture. Moi, j'y suis favorable. Ça là-dessus. Et s'il faut, soit on oblige le CNC, ou par recommandation, ou on le met directement. Mais ça, moi, j'y suis favorable. Le rapporteur, attends, on finit sur monsieur le rapporteur. Je vois l'heure qui tourne et on n'a effectivement pas du tout fait toutes notre questions. Enfin, vous avez un questionnaire, vous pourrez. Non, mais c'est nous, c'est qu'on a été très bavards, vous et nous, et on n'a pas posé toutes nos questions. Et on en a plein. Je voulais juste un point sur la question assurantielle et sur la question des assurances qui peuvent être un levier. On l'a vu, un certain nombre d'enquêtes parfois internes ou parfois même de dénonciation des faits ou de plaignants ou plaignantes qui ne prennent pas la parole et qui ne disent rien parce qu'ils savent que s'ils disent, ils cassent le film, ils cassent le spectacle. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui on a une clause d'assurance, pas tous les assureurs, seulement quelques-uns, qui permettent d'indemniser jusqu'à 500 000 € pour 5 jours de tournage, et on sait que ça peut être insuffisant. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait travailler avec les assureurs pour aller plus loin, voire pourquoi pas rendre obligatoire cette clause d'assurance? Ça pourrait peut-être être une solution, sachant que l'assurance pourrait pourquoi pas être reprise aussi dans la question du crédit d'impôt, ce qui permettrait d'encaisser le surplus de l'assurance dans les films. Voilà. Madame la ministre pour la réponse. Merci Madame la Présidente. Alors, effectivement, on me met l'assurance d'interruption de tournage, ça a été mis en place depuis 2021. Ça n'a jamais été utilisé à ce jour. Voilà.
Mais moi, je suis assez favorable qu'on travaille, que le CNC travaille aussi avec les assureurs pour trouver une nouvelle forme de clause. Soit ça n'a pas été utilisé parce qu'on n'en a pas eu besoin, soit elle est mal écrite ou mal adaptée. Voilà. Donc ça, on est assez d'accord pour revoir la clause elle-même. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Madame Legrain, pour une dernière question. Non, c'est bon. Merci pour l'ensemble de vos réponses. Si on a des questions complémentaires, on se permettra de revenir vers vous par écrit. Moi, je vais vous dire, Madame la Présidente, je trouve que ce sujet, qui est un sujet structurant de la société et qui est... on voit bien avec et l'actualité et tout ce qui se passe. Moi, je suis à votre disposition. Si vous pensez qu'il y a des choses où je dois préciser, vous pouvez m'écrire sans problème. Ou si vous souhaitez évidemment qu'on aille plus loin sur certains aspects ou certains dispositifs, je suis aussi prête à aller plus loin. Ayez en tête que la direction que je crée sur la formation et l'enseignement, peut-être que vous avez des suggestions à faire pour voir comment aussi on peut y mettre, parce que c'est vraiment sur les écoles. Il faut savoir qu'en France, quand je suis arrivée, il n'y a même pas de cartographie des écoles. Et donc, peut-être que vous avez des propositions à faire vis-à-vis des missions de cette direction enseignement-formation. Merci. En tous les cas, on a entendu vos réponses favorables à bien de nos propositions. On en aura sans doute d'autres encore dans le rapport. Et derrière, nous compterons sur vous pour le vote d'une loi cadre sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Mesdames et Messieurs. Et à mois d'avril, rendez-vous au mois d'avril pour la publication du rapport.